Merci Pierre-Marc. Donc maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Moïse El Badouri. Voilà. Donc Moïse est chercheur au CNRS, au sein du laboratoire Génome et Développement des plantes à l'Université de Perpignan. Ses recherches portent sur l'évolution des génomes des plantes et en particulier sur le rôle et l'impact des transferts horizontaux de matériel génétique entre les espèces distantes. En 2022, il a obtenu une ANR jeune chercheur pour son projet Exotica, qui vise à proposer des approches innovantes de génomique comparative pour caractériser des transferts horizontaux et pour laquelle nous avons eu le plaisir de collaborer. Ce projet nous a emmenés pour une expédition au cœur de la forêt de la Massane, dans le sud de la France, pour y prélever des plantes à séquencer et assembler. Et il va aujourd'hui nous parler des transferts horizontaux chez les plantes, le secret bien gardé des liens. Merci Stéphane pour cette introduction. Alors, merci à toute l'équipe du CNRGV de m'avoir invité pour vous parler des transferts horizontaux chez les plantes. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, pour faire un peu le lien avec ce qu'a présenté Pierre-Marc, donc Pierre-Marc a parlé des interactions. Alors, en l'occurrence, c'est des interactions symbiotiques. Moi, je ne viens pas de ce monde-là, mais en fait, vous allez voir tout au long de mon talk, là, on parle d'un autre type d'interaction, c'est des interactions des espèces qui ne sont ni symbiotiques ni parasites, et ces interactions vont quand même avoir un impact, ils vont laisser des empreintes dans les génomes. Donc, on a des modifications des génomes, donc du patrimoine génétique des espèces, par la simple interaction dans l'écosystème entre des espèces qui ne sont ni symbiotiques ni parasites. Donc, alors les transferts horizontaux, comme vous devez le savoir, donc, ce sont des échanges du matériel génétique entre des espèces séparées, qui ne sont pas apparentées, par des mécanismes autres que la reproduction. On n'a pas de reproduction. D'accord ? Donc, quels sont ces mécanismes? On n'en sait pas, on a des hypothèses, mais on peut avoir l'ADN qui passe d'une espèce à une autre sans qu'on soit dans le cadre de reproduction sexuée. Donc, on a plusieurs exemples, je vais le prendre ici, qui ont été publiés ces dernières années. Alors, on peut avoir des transferts entre plantes, entre animaux et insectes, entre animaux, entre insectes, entre plantes et champignons. Donc là, c'est quelques exemples. On peut avoir des transferts de gènes, on peut avoir des transferts de séquences qui sont non géniques, par exemple des éléments transposables, ou d'autres types de séquences. Donc, j'aimerais bien que vous réfléchissiez un petit instant à ce que ça veut dire les transferts horizontaux, alors comment ils se produisent, et essayez d'imaginer ce qui se passe. Donc, bien sûr, pour qu'on ait un transfert entre deux espèces, il faut bien que l'ADN à un moment donné, ou l'ARN messager, en l'occurrence, passe d'une espèce à une autre. Donc, il faut qu'il sorte du noyau, il faut qu'il se retrouve à un moment donné dans le cytoplasme. Il faut que cet ADN soit transporté, ou cet ARN messager soit transporté, alors via un transporteur, donc ça peut être un hôte intermédiaire, ou si on a une relation directe, étroite, donc il faut qu'il soit transporté, il faut qu'il arrive chez l'espèce receveuse, donc il faut qu'il rentre, donc il faut qu'il passe les barrières de la paroi cellulaire, de la membrane plasmique, qu'il rentre dans le cytoplasme. Ensuite, il faut qu'il soit importé au sein du noyau. Vous imaginez un nombre d'événements. Une fois qu'il rentre à l'intérieur du noyau, il faut qu'il s'intègre. Donc, si jamais il s'intègre, donc vous allez avoir un ADN étranger intégré dans une cellule, là, ça serait dans une cellule. Donc, si j'ai un ADN qui s'intègre au niveau d'une cellule de feuille, à un moment donné, il sera dans une seule cellule et ça serait d'Éden, une voie sans issue. Donc, il ne se passera rien, vous allez rien voir. Et imaginons même qu'il arrive à se produire dans les cellules sexuelles. Et donc, il se retrouve dans les graines, et donc se retrouve dans la génération suivante. Ben, il y aura un individu, d'accord, dans la nature, vous sortez, vous allez avoir un individu qui porte un transfert horizontal, donc un gène, un élément transposable. Et cet individu-là, il y a de fortes chances que vous n'observerez jamais. Donc, vous ne verrez jamais cet événement-là parce qu'il sera perdu, il ne sera pas fixé. Et donc, ce qu'on observe, en fait, c'est les événements qui sont passés à travers toutes ces barrières-là. Donc, ça paraît extrêmement rare, ça paraît improbable, et pourtant, ça arrive. Alors, ce qu'on ne sait pas très bien chez les plantes, c'est que quelles sont les relations qui vont favoriser ces transferts horizontaux. Donc, on sait que des relations étroites de type symbiose, hôte parasite,
Donc là, on peut imaginer qu'effectivement, on a un contact cellulaire, intracellulaire, donc on peut imaginer le passage de matériel génétique qui peut avoir lieu. Mais si on est entre des espèces qui ne partagent pas de lien direct étroit, alors comment on peut expliquer ou est-ce qu'il y a des types de relations qui favoriseraient ces échanges? Et donc, lorsque j'ai commencé ce projet-là, en fait, je suis parti des génomes qui étaient publiés. Euh, alors, je reviendrai là-dessus. Donc, l'idée, c'est de partir de tous les génomes de plantes qui étaient publiés à ce moment-là, de les comparer les uns aux autres, comparer les génomes, essayer de trouver des empreintes d'échange. Donc, en faisant aucune hypothèse sur quelles sont les espèces qui sont impliquées dans les transferts ou quel type de transfert a eu lieu. Donc, on part des génomes entiers. Alors, pour revenir à ça, alors comment on identifie les transferts horizontaux, comment on identifie ces empreintes génomiques de transfert? Donc, si j'ai un transfert qui est lieu entre l'espèce A et l'espèce D, donc comment je peux l'observer? Si je compare la similarité de séquence ou l'identité de séquence de ce gène transféré entre ces deux espèces qui sont éloignées, la similarité sera beaucoup plus élevée, significativement beaucoup plus élevée que les gènes orthologues. Ensuite, si vous faites un arbre phylogénétique avec la séquence transférée, vous allez avoir une incongruence phylogénétique. Et après, vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle la patchy distribution. Ça veut dire que les espèces qui sont proches de l'espèce D n'auront pas cette séquence-là. Donc, tous ces critères-là, mis ensemble, peuvent nous permettre d'identifier les transferts horizontaux. Donc, pour revenir à ça, donc, ce que j'ai fait, j'ai pris tous les génomes de plantes connus à l'époque et j'ai mis en place une stratégie donc, de génomique de génomique comparative qui permet de trouver ça. Généralement, ce que font les gens, ils commencent par faire de l'annotation de gènes, d'éléments transposables, essayer de trouver ces empreintes-là. Donc l'idée là, c'était de s'affranchir des problèmes d'annotation, c'est-à-dire partir des génomes bruts, ne faire aucune hypothèse, aligner ces génomes-là et essayer de trouver des fortes conservations de séquences qui ne s'expliqueraient pas par une hérédité ancestrale. Et en faisant ça, je suis tombé sur quelques espèces qui semblaient avoir connu beaucoup plus de transferts que d'autres. Et là, je vous ai montré quelques-unes, sans vous montrer le détail de ces résultats. Il y avait l'asperge, il y avait Berberis, qui est un petit arbuste, et il y avait le kiwi. Et ce qui a retenu mon attention à ce moment-là, c'est que le kiwi, lorsque je regardais les espèces avec qui il avait échangé, ben, c'était tous des arbres. Et donc, c'est de là est venue cette observation de dire, bon, le kiwi arbre, le kiwi est une plante grimpante, est une liane. Donc, est-ce que ça serait un chemin, une route par lesquelles les échanges se font dans la nature? Et c'était d'autant plus intéressant que plusieurs années auparavant, j'avais identifié des transferts horizontaux chez quelques dizaines d'espèces de plantes, et il y avait une espèce qui avait changé le plus, c'était la vigne. Et à cette époque-là, pour moi, la vigne, ça ne me parlait pas. Je me disais, mais pourquoi la vigne avait connu plus d'échanges? Je n'avais pas d'hypothèse, vu que c'était une étude qui était assez limitée. Mais là, tout prenait son sens. Donc, je reviens sur ce résultat. Effectivement, toutes les espèces avec qui j'avais trouvé des transferts horizontaux, c'était des arbres. Donc, tout ça, c'est bien beau. Si cette hypothèse est réelle, il faudrait pouvoir le démontrer. C'est-à-dire quoi le démontrer? Ça veut dire on va dans un écosystème naturel, on échantillonne des espèces qui sont des plantes grimpantes et des arbres et essayer de démontrer qu'il y ait des échanges, des transferts horizontaux entre ces espèces-là. C'est ce qu'on a fait dans le cadre de cette étude avec mon ancien thésard, où on a échantillonné plusieurs espèces de plantes grimpantes et d'arbres dans une forêt qui est une réserve naturelle, c'est la forêt de la Massane, avec l'aide de Joseph Garrick, qui nous a bien aidé à identifier les espèces, à les caractériser, etc. Et on a fait des génomes en illuminant. Donc on avait 17 génomes non assemblés, non annotés. Et le défi, c'est comme aller chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est vraiment compliqué, vous avez des génomes non assemblés. Et donc on a mis en place, encore une fois, une stratégie d'analyse bioinformatique, un pipeline qu'on a appelé Interchange, qui permet d'identifier les transferts horizontaux à partir des génomes non assemblés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a validé ce pipeline-là à la fois avec des données réelles et des données simulées. Alors, les simulations, c'est très important. En fait, ce qu'on s'est amusé à faire, on a pris des espèces différentes, on a introduit des gènes, des éléments transposables dans tous les sens,
on a simulé des rides avec une certaine couverture qui correspond à ce qu'on avait, avec des tailles de génome différents. On a essayé de voir en quoi notre pipeline était capable de les identifier. Et ça permet en fait, les simulations permettent d'affiner les paramètres, de trouver les moyens vraiment d'aller trouver, identifier les transferts d'une manière efficace. Et ça a bien fonctionné. Donc là, je vous montre quelques résultats. Je n'avais pas mis le timing de la présentation, donc je ne sais plus. Je reviendrai à vous, vous me dites. Hein. Donc là, ce que vous voyez ici, vous avez les gènes BUSCO, donc les gènes conservés, entre différentes paires d'espèces. Donc là, c'est la distribution des identités de séquences. Donc vous voyez que plus des espèces sont proches, plus l'identité de séquence sera plus élevée. Après, pour certaines espèces, ici, par exemple, si je prends Dioscorea, qui est le tamier, là, avec le frêne, j'ai très peu de gènes BUSCO. Alors, on aligne les séquences au niveau nucléique, hein. On n'aligne pas les protéines. Donc, on a vraiment le gène au niveau nucléique. Donc, on n'arrive pas à trouver beaucoup d'homologie. Mais lorsqu'on en trouve, il y en a très peu et on a des identités de séquences qui sont faibles. Et là, parmi toute cette population de comparaison, on trouve des séquences très grandes, 4, 5 KB, extrêmement conservées. Et ce sont nos transferts qu'on a identifiés. Donc, on en a identifié 12 transferts horizontaux qu'on a après revalidés par PCR. On est revenu dans la Massane. On a rééchantillonné plusieurs individus pour vérifier la présence de ces séquences, éviter les contaminations. Donc, on a trouvé 12 transferts horizontaux. 6 ont eu lieu entre arbres et lianes. Il y en a une entre deux plantes grimpantes. Il y en a eu 5 entre arbres. Donc, on a démontré que on en trouve. Donc, on n'a pas trouvé chez certaines espèces herbacées qui sont là. Et on a vraiment 7 des 12 transferts. Ils ont impliqué une liane. Alors, ce qui était aussi très surprenant, c'est que ces transferts-là, ces 12-là, c'était des rétrotransposants ALTR. Alors, je vous rappelle, donc, dans un génome végétal, vous avez les gènes et vous avez les éléments transposables. Donc, les éléments transposables, c'est ces séquences répétées qui ont la capacité de se mouvoir dans les génomes, de créer des copies. Et au sein de ces éléments transposables, vous avez plusieurs types d'éléments transposables qui ont différentes régions codantes, qui ont des structures variées et diverses. Mais ce qu'on a trouvé, les 12 là, c'était des rétrotransposants ALTR. Alors, je reviendrai plus tard là-dessus. Et ce n'était pas n'importe quel rétrotransposant LTR, c'était des rétrotransposants particuliers. Aussi, je reviendrai plus tard là-dessus. Et donc, le tamier, là, vous voyez, le tamier, dans les transferts qu'on a trouvés, par exemple, le tamier, on a trouvé 5 transferts entre le tamier et différentes espèces. Par exemple, j'ai 2 transferts avec le frêne, 2 transferts, non, un transfert avec Acer, un autre transfert avec Prunus, etc. Donc, il semblait que le tamier a connu plus de transferts que les autres. Pour revenir au type de séquences qui ont été transférées. Donc, je vous ai dit que ce qui a été transféré, c'était des rétrotransposants. Ça, je vous ai mis la classification. N'essayez pas de comprendre pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais juste pour vous montrer que c'est très diversifié. Et en fait, ce qui a transféré, c'était majoritairement des copias. 11 sur les 12, c'était des copias. Et les copias, donc vous avez 2 LTR, vous avez des protéines codantes. Les gypsies, qui sont l'autre type de rétro-LTR, elles ont à peu près les mêmes protéines, c'est juste l'ordre des gènes qui est inversé. Là, l'intégrase, elle va être après la reverse transcriptase, etc. Mais c'est à peu près la même chose, ils ont à peu près les mêmes gènes codants et ils font exactement la même chose. Mais ceux qu'on a trouvé transfert, c'était que des copias. Et encore plus étonnant, lorsqu'on regardait les différentes lignées évolutives des copias, donc il y en a différentes lignées que vous avez ici, ceux qu'on a identifiés, c'était les 11, là, les 11 copias appartenaient à 2 lignées qui sont Hale et Ivan. Donc il semblait que certaines lignées de copias arrivent à transférer plus que d'autres, alors que les autres lignées ne transfèrent pas du tout. Donc cette étude-là que je viens de vous montrer, vous voyez, ça nous a permis de démontrer l'hypothèse que si je vais dans un écosystème, je fais un échantillonnage d'arbres, de lianes, et je regarde leur génome, j'ai de fortes chances de trouver des échanges génétiques, des transferts horizontaux. Par contre, effectivement, on était limité par le nombre d'espèces, parce qu'il y a certaines espèces, par exemple la bryone ici, vous voyez, je n'ai trouvé aucun transfert. Mais je ne sais pas si parce que la bryone n'a pas connu de transfert du tout, c'est parce que je n'ai pas comparé avec d'autres espèces. Donc, on était limité, si vous voulez, dans le nombre de comparaisons qu'on avait à faire. Et ça
c'est parce qu'on avait des génomes non assemblés. Notre pipeline, il était efficace, il fonctionnait pour trouver les transferts, mais ça prenait du temps parce que c'est des génomes non assemblés. Donc, il fallait vraiment avoir des génomes assemblés, le faire sur un plus grand nombre d'espèces pour confirmer s'il y avait cette tendance-là. C'est dans ce cadre-là qu'on était allé donc à la Massane avec Joseph et on a identifié un certain nombre de plantes grimpantes. Vous voyez comme le tamier, la clématite, brillante, la rance, rosier, etc., lierre grimpant, chèvrefeuille, etc. Vous avez les noms en commun. Et ces lianes-là, ils appartiennent à des familles de plantes différentes. Donc, ils sont évolutivement pas liés. D'accord? Et ils ont des modes de grimpe qui est très différent. Il y en a qui utilisent des vrilles, comme Smilax par exemple, la brionne ou le tamier. Vous avez d'autres qui utilisent des aiguillons, ça c'est des rosacées par exemple, c'est une sorte de- donc d'aiguillons que vous voyez ici sur la photo. Donc on a des modes de grimpe différents. Une des hypothèses aussi, c'était d'aller voir est-ce qu'il peut y avoir un lien entre le mode de grimpe et le taux de transfert. Donc, grâce à la team du CNRGB que je remercie, ça nous rappelle des bons souvenirs. Donc, on était allé sur place, donc vraiment dans l'écosystème, on a échantillonné ces 12 espèces. Alors, ces espèces-là, bien sûr, vous en doutez, ils sont très hétérozygotes. Parce qu'on échantillonne dans la nature en séquence, ils ont un taux d'hétérozygote aussi très élevé. Donc, on a fait donc, le CNRGV, donc Stéphane et toute l'équipe, Nathalie, Arnaud, etc. Donc, ils nous ont fait l'assemblage de ces génomes. Comme vous pouvez voir, on a des espèces avec des tailles très différentes. Ça va de 600, 800 mégabases jusqu'à la clématite. Là, par exemple, c'est 8 gigas. Donc, on a tous ces génomes-là avec des valeurs de N50 qui sont vraiment très bonnes. Alors, pour certaines, pour la majorité, on a pu avoir aussi la carte optique, mais pour d'autres, par manque de matériel, on n'a pas pu générer de carte optique. Alors, donc l'idée, c'est quoi maintenant? C'est, en ayant ces génomes, on a 12 génomes de plantes grimpantes, maintenant assemblés, donc ça va nous permettre de faire des analyses un peu plus facilement, d'aller comparer contre toutes les espèces connues. Et l'idée, c'est d'aller les comparer à une base de données qui contient plein de génomes de plantes qui comportent majoritairement des angiospermes, mais il n'y a pas que des angiospermes, il y a quelques gymnospermes, des algues, etc. Et d'aller voir est-ce qu'on peut trouver des transferts avec des arbres. S'il y en a, est-ce que c'est préférentiellement avec des arbres? Donc, vous voyez dans cette base de données, on a 32% d'arbres, 4% de plantes grimpantes, 14% d'algues et la majorité, c'est d'autres herbes, des poacées, quelques dicotes aussi, quelques autres plantes qui apportent une différence. Et pour commencer, je vais vous montrer le résultat pour 3 espèces. Donc, vous vous souvenez, dans notre ancienne étude, on a identifié 12 transferts. D'accord? Ces 12 transferts, c'est des rétrotransposons ALTR. Alors, on ne cherchait pas des rétrotransposons ALTR. Parce qu'on peut nous dire, vous avez cherché des rétros, vous avez trouvé des rétros. On ne cherchait pas de rétros, on regardait vraiment ce qui était conservé. Donc là, ce que j'ai fait ces dernières semaines, donc je vous montre vraiment des résultats tout frais, j'ai pris ces 3 espèces, ces espèces qu'on avait étudiées dans l'autre étude, et j'ai essayé de faire ces analyses-là en mettant en place un autre pipeline qui est dédié à ces analyses-là. Et on teste bien sûr l'incongruence phylogénétique, la haute similarité, il y a plusieurs étapes, plusieurs filtres, etc. On fait des comparaisons du génome entier et je vais vous montrer les résultats. Donc, on a trouvé 339 transferts. On passe de 12 à 339 transferts horizontaux. Vous voyez ici les 3 espèces. Ça, je vous ai montré que les espèces avec qui ces transferts ils ont eu lieu. Lorsqu'il y a un transfert, l'espèce est représentée. Là, vous avez la brionne, 17 transferts. Le lierre, 114 transferts. Le tamier, 208 transferts. Alors, déjà, il y a quelque chose de rassurant. Chez la brionne, sur la base de l'ancienne analyse, on n'en a pas vu du tout. Là, on en voit, mais pas énormément. D'accord? Ça veut dire que oui, c'est par hasard. On a fait un certain nombre de comparaisons, mais là, lorsqu'on étend les comparaisons, ben, on en trouve, mais pas autant. Le lierre, on a beaucoup plus, et le tamier, chez lequel on avait trouvé énormément de transferts, là, j'ai 208 transferts. Et regardez bien les espèces. Là, par exemple, je fais au hasard là, Morus alba, donc c'est le muret. Regardez là, Malus, donc domestique, là c'est le pommier, Pyrrhus c'est le poirier, prunier, ça c'est rosacée,
j'ai Fragaria, mais j'ai eu un transfert. Géant, j'y reviendrai plus tard. Jubilins, et vous voyez les espèces là, la majorité sont des arbres. Et là, ce que vous voyez ici, là par exemple, ça c'est des monocoques, donc c'est des palmiers grimpants. Tout ce que vous avez ici. Vous avez différentes espèces, hein, vous pouvez dire, et vous avez des plantes grimpantes, etc. Donc, je vais vous montrer un exemple de ces transferts-là avant de vous dire ce que c'est. Donc, sur les 339 transferts, je vais vous révéler après combien il y a de rétro et combien il y a de gènes et combien il y a d'autres choses. Mais d'abord, je vais vous montrer l'exemple d'une des séquences qu'on trouve transférées. Donc, c'est un rétrotransposant. Encore une fois, c'est un copia. Encore une fois, je reviendrai sur le détail. Et vous regardez les homologues. Donc, vous avez un copia très conservé et vous regardez. Là, c'est Dioscorea avec quoi? Avec l'olivier. Donc, j'ai mûrier, l'arganier, gossypium, qui est une sorte d'arbuste parfois. Dioscorea, qui est une autre Dioscorea. Le frêne, jujubier, oléa, etc. Que des arbres, d'autres plantes. Donc, ça, c'est des palmiers grimpants. Hibiscus, humulus, qui est le houblon aussi, c'est une plante grimpante. La vigne et le lierre. Donc, vous regardez les homologues, ce qui est conservé. Vous avez des arbres et des lianes. C'est vraiment extrêmement fort. Et ça, c'est vrai pour tous les candidats qu'on trouve. Je vous ai montré les transferts les plus fréquents. Donc, vous voyez que la majorité, ce sont soit des arbres, je n'ai pas mis les autres, soit des plantes grimpantes. Par exemple, ici, la vigne, encore une fois, ça sort. Sauf, on a deux exceptions qui sont l'asperge et géant, qui est la benoîte commune, il me semble le nom commun. On a deux herbes avec qui, pas des herbes, excusez-moi, la benoîte commune et l'asperge, qui appartiennent à différents ordres de plantes, ils ont connu énormément de transferts horizontaux. Mais c'est tout. C'est les seules exceptions. Et l'asperge, comme je vous ai dit lorsque j'avais fait mes comparaisons avant, pas contre les liens, et ça sort toujours. Donc il y a quelque chose qui se passe avec l'asperge. Peut-être au niveau des rhizomes. Donc il faut aller chercher ce qui se passe. D'une manière intéressante, donc si vous regardez le total, au départ, j'avais 32% d'arbres, 4% de lianes, 50% d'autres types de plantes. Et si je regarde sur les 339, 78%, ils ont eu avec des arbres, arbustes ou avec d'autres plantes grimpantes. Et les 22% qui ont eu lieu avec autre chose, si vous regardez, la moitié de ces 22% s'explique par l'asperge et par la benoîte commune. Alors, qu'est-ce qui a été transféré? Si vous regardez, ça, je vous ai mis ces camemberts, là, en bleu. Donc, vous avez en bleu les copias, en rose les gypsies, et ici, en orange, c'est les tirs. Alors, les tirs, c'est des transposons de classe 2. Donc, c'est l'autre type d'éléments transposables. Et vous voyez, la majorité, c'est encore des rétrotransposons. Pas tous, c'est des copias, et pas tous les copias, c'est majoritairement Ivana et encore. C'est vraiment quelque chose qui est très clair, une tendance extrêmement claire, solide. On la voit, on la revoit. Et vous avez une autre lignée qui n'apparaissait pas avant, qui est la lignée Torque. D'accord? C'est une autre lignée de copia. Bon, c'est une affaire de spécialiste. Mais Torque, on ne le voyait pas dans l'autre étude. Et bien sûr, il y a pas, l'ordre de grandeur n'est pas la même. Là, les Ivana Hale, c'est vraiment très élevé. Et Torque, c'est un peu plus fréquent, mais on le voit, ça, on ne le voyait pas avant. Les gypsies, c'est très rare. Donc, on voit un exemple ici de quelques exemples ici de gypsy, etc. Et donc, les tirs, par contre, si vous regardez les tirs, vous en avez avec Fragaria, ici tir. Ici, c'est quoi? C'est la carotte. Ça, c'est la... alors, est-ce que j'arriverai... Ah non, je peux regarder ici. Alors là, c'est... Je suis pas... je n'arrive pas à voir. L'écran me paraît en billet. Oui. Oui. C'est avec Beta vulgaris qui a la betterave. OK. Et donc, il y a quelque chose aussi très intéressant, c'est que à chaque fois que j'ai des classes 2, il y en a très peu, et les classes 2, ils ont eu lieu avec d'autres espèces de plantes, que ce soit fraisier, carottes, pommes de terre, pas avec des arbres. Comme s'il y avait une spécialisation, c'est-à-dire que les rétroiltères passeraient entre lianes et arbres, et c'est que les copias. Par contre, les classes 2, les tirs, ils passent avec d'autres espèces, comme s'il y avait différents types de mécanismes. Donc, extrêmement intéressant.
la deuxième chose qu'on a regardé, on a regardé le nombre de copies de ces éléments-là. Donc, si j'ai un élément transféré, par exemple, entre le tamier et le frêne, je compte le nombre de copies dans le génome chez le tamier et je compte le nombre de copies chez le frêne pour voir quelle est la dynamique de ces éléments-là avant ou après transfert, même si le sens du transfert, là, on ne l'a pas encore identifié. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la majorité de ces éléments, ils ont un nombre de copies très faible. Donc, généralement, autour de 10 copies. Sauf pour la bryone, ici, qu'elle a un peu plus, mais la bryone, encore une fois, si vous regardez, ce n'est pas les copias, il y a bien sûr des Ivana, mais elle a très peu de Hale, il a surtout des torques, des tirs et d'autres copias. Donc, c'est peut-être que ce n'est pas les mêmes lignées, et donc ce n'est pas la même dynamique. Alors, d'où viendrait cette capacité de rétrotransposant à transférer? Donc, vous savez tous que les rétrotransposants, ils font un cycle de rétrotransposition qui commence par un ARN messager. Donc, c'est ce qu'on appelle RNA-based transposition. Donc, vous avez l'ADN qui est transcrit en ARN, reverse transcrit en ADN. Vous avez cette fameuse protéine GAG qui va former la VLP, la virus-like particle. Et après cette VLP, elle va revenir, rentrer dans le noyau et intégrer les éléments. Donc, sur cette base-là, donc si vous voyez ces VLP, vous pouvez dire, bon, j'ai quand même du matériel génétique, ADN double brin, avec une intégrase, donc une protéine qui est capable de l'intégrer près dans le cytoplasme. Donc, si j'arrive chez une autre espèce, je pourrais intégrer, rentrer dans le noyau et s'intégrer. Donc ça semble logique. Si je vous dis ça, l'explication est logique. Par contre, ce qui n'est pas logique, c'est que les autres Copia et Gypsy aussi font ces cycles-là. Et donc, il n'y a aucune raison pour que ces copias de ces lignées-là, Ivana et Hale, qui arrivent à transférer. Donc ça, pour l'instant, au moment où je vous parle, ça reste un mystère. Mais avec les données qu'on a, on va pouvoir, vu qu'on a les génomes assemblés, on va pouvoir analyser ça en détail. On va pouvoir voir s'il n'y a pas des domaines supplémentaires. En tout cas, il ne semble pas avoir des gènes comme des gènes d'enveloppe, parce que les virus, par exemple, ils ont un gène d'enveloppe qui permet de protéger cette particule virale dans le milieu extérieur. Donc, l'autre chose que je peux vous dire, c'est que je vous dis que les lianes et les arbres échangent énormément. C'est ce que je viens de vous démontrer. Par contre, est-ce que ces transferts ont lieu d'une manière directe ou indirecte? Ça, je ne peux pas le savoir. Parce qu'on peut imaginer qu'il y a d'autres organismes qui sont impliqués dans ces transferts. Mais pour le voir, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que pour que je puisse voir des transferts qui ont tous eu lieu il y a des millions d'années, parce que tous les transferts que je vous ai montrés, ils n'ont pas eu lieu hier à la Massane, mais ils ont eu lieu il y a 1 million, il y a 2 millions. C'est des transferts fixés. Parce que s'ils n'étaient pas fixés, ça serait difficile de les observer. Et donc, pour trouver un potentiel vecteur, il faut trouver des empreintes de ces éléments transférés chez des vecteurs. Par exemple, si un champignon a transféré un élément transposable, un rétro entre une liane et une arbre, il faut que j'ai de la chance pour que je trouve aussi des traces de ce rétro dans le génome du champi. Il faut qu'il s'intègre dans le génome du champi, il faut qu'il soit maintenu, il faut que je puisse observer ça d'une manière claire. Mais ça veut dire que c'est très, très compliqué à observer. Ça, c'est une image qu'un collègue à moi m'a envoyée il y a quelques semaines. Donc, il m'a dit, regarde ce que j'ai trouvé. J'étais en train de me balader à côté de Perpignan. Donc, vous voyez ici, si vous regardez bien, vous avez la gale du collet qui est causée par tuméfaciens. Ici, vous avez un lierre qui est en train de grimper sur un arbre. Je ne sais pas quelle espèce parce qu'il n'a pas pris en haut. Et là, vous avez un champignon. Donc, lorsqu'on imagine les transferts, souvent on dit que les espèces sont séparées. Mais en fait, les espèces sont en interaction étroite tout le temps dans la nature. Et ces interactions étroites, ils vont augmenter la possibilité de ces transferts-là. Même si effectivement ça paraît extrêmement fréquent, ça extrêmement difficile, ça arrive très fréquemment. Donc la question qui se pose, est-ce que ces VLP, est-ce qu'ils ne se retrouvent pas dans la nature, dans le milieu extérieur? Alors comment, je n'en sais rien, mais est-ce qu'ils ne circulent pas entre espèces d'une manière libre? Donc il y a quelque chose chez ces Copia Ivana Hale qui fait que ces VLP arrivent à circuler, à passer d'une espèce à une autre. Là, dans le cadre d'une thèse, un de mes thésards est en train d'étudier les transferts entre champignons et plantes, et on a probablement un premier cas d'un transfert qui impliquerait un champignon. Alors,
c'est un champignon qui est parasite, c'est l'oïdium. Et donc, en fait, on retrouve un transposant de classe 2, qui est un tir de plante qui est chez l'oïdium. Donc, si vous regardez l'oïdium maintenant, vous regardez dans le génome, bah, vous avez un transposant de plante. Il a des centaines de copies. Et ce qu'il semble, il semble les avoir transférés à plein d'espèces de plantes différentes, même si l'oïdium, en théorie, ne parasite pas ces autres lignées. Donc, on est en train d'explorer ça en ce moment. Donc, peut-être qu'on aura un exemple d'un mécanisme de transfert qui impliquerait un champignon. Donc, pour finir, je ne sais pas si je dépasserai ou pas. Non, ça va? Donc, je remercie les gens qui ont été impliqués dans ce projet, mon ancien thésard, Christelle Bureau, Di Mario et tous les membres de l'équipe. Et surtout, un grand merci à Joseph Garrick, qui vraiment il nous a beaucoup apporté parce que sans lui, on n'aurait pas pu aller identifier ces espèces. C'est très compliqué qu'on ait la massane sur le bout des doigts. Donc, il suffit de lui dire une espèce, il vous dit, je sais où elle se trouve exactement. Je me souviens pour la cuscute, parce qu'on cherchait aussi une plante parasite, je ne vous en ai pas parlé, on n'a pas encore analysé ça. Il dit, je sais où elle se trouve, elle est derrière la tour de la Massane, et c'est vraiment dans un petit endroit très localisé, on était allé la chercher. Et donc, franchement, sans son aide, ça aurait été compliqué. Et bien évidemment, Stéphane, Arnaud, Nathalie Robin et d'autres que j'aurais sûrement oubliés qui ont participé à l'assemblage et à l'annotation de ces génomes-là. Et j'espère revenir vous présenter les résultats une fois qu'on aura analysé toutes les espèces de liens. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Moïse, pour cette présentation très intéressante. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, merci pour le topo. J'avais une question sur s'il est possible de dater ces éléments, de la divergence de ces rétroéléments. Et là, une question qui est liée, en fait, c'est est-ce qu'il y a un intérêt à les échantillonner dans un environnement unique, un écosystème unique, et est-ce qu'on y verrait plus de transfert horizontal que si on prend des plantes, je ne sais pas, une lyra qui a été récoltée à un endroit du monde et, et un autre arbre ailleurs. Alors, oui, pour la première question, la datation, on peut dater. Alors, dans l'autre travail, on ne pouvait pas dater parce qu'on avait des lectures non assemblées. On a réussi à réassembler ces éléments-là, donc à avoir le LTR en entier. Mais étant donné que c'est des assemblages à partir des lectures Illumina, tu merges des paralogues qui ont eu de la transposition et des dépôts. Avec les génomes assemblés, oui. Donc là, on va pouvoir dater chaque insertion et voir effectivement la datation des insertions va nous permettre de savoir si l'élément est ancestral ou pas. Et donc ça va nous aider à trouver le sens des transferts. Pour la deuxième question, qui était liée au fait d'échantillonner ailleurs. Alors, elle est tout à fait pertinente. Nous, lorsqu'on était allé la première fois à la Massane, notre objectif, c'était de trouver des transferts récents. En fait, c'est extrêmement compliqué, il faut être très chanceux. Ça veut dire, en gros, si vous prenez un lierre et vous l'échantillonnez à Madagascar, je ne sais pas s'il y a du lierre à Madagascar d'ailleurs, mais imaginons, je donne un exemple comme ça qui me vient en tête, bah, vous risquez de trouver ces mêmes transferts. Pourquoi? Parce qu'on observe ce qui était fixé. Ce qui n'est pas fixé, on ne l'observe pas. On a un autre projet, on est actuellement en train de séquencer plein d'individus, des centaines de tamiers de lierre à la Massane. On a les génomes qui sont en train d'être produits. On veut voir si effectivement on n'a pas des transferts récents et voir la dynamique dans les populations. Mais entre nous, moi je le dis, je suis honnête, je n'y crois pas trop. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement peu probable. Ça veut dire pour le faire, il faut que je séquence les individus, tenter tous les individus d'une espèce, presque. Et je peux aller plus loin, il faut que je séquence tous les tissus et peut-être même le single cell de chaque individu. Et là, je peux vous dire oui, je vais les observer. Sinon, ça va être juste une histoire de chance. Sur le même question, tu m'as dit et répété, pour les détecter, il faut qu'ils soient fixés, ces transferts. Est-ce que tu as idée, est-ce que tu as des exemples de la raison pour laquelle ils sont fixes? Bien sûr, on a tous envie de croire que ces éléments seront sélectionnés. On a envie de le croire. Peut-être. Ça peut être, il peut y avoir de la sélection. Moi, ce que je pense, c'est vraiment du génétique drift. C'est vraiment, ils sont là par hasard. C'est vraiment tous les transferts qui n'ont pas été fixés.
On les voit pas, de toute façon. Donc, on voit ce qui a été fixé. Pourquoi ces éléments-là ont été fixés? Je n'ai aucune réponse. J'imagine que c'est la genetic drift. Et sur l'élément, d'ailleurs, qu'on avait commencé à regarder chez Marcantia, bah, cet élément-là, il est chez toutes les Marcantia du monde, toutes les accessions que vous aviez séquencées. Bah, donc, c'était un élément de céréales qu'on a retrouvé donc, de Cetaria. Donc, c'est une céréale, on l'a trouvé chez Marcantia. C'est un transfert récent. Il se trouve chez Polymorpha, pas les espèces proches. Et c'est vraiment de céréales. Là, on pouvait savoir le sens de transfert. On a commencé à faire des choses là-dessus. Et cet élément il se trouve partout chez tous les Marcantia. Et on n'a aucune explication pour l'instant. Il n'y a pas de sélection dessus. En tout cas, on n'a pas trouvé. Il y a, oui. Merci. On a vu que le nombre de copies en fait était variable en fonction des plantes. Est-ce qu'on sait aussi si ces copies sont dues à plusieurs transferts ou est-ce que c'est dû en fait à une multiplication à l'intérieur de la plante en fait de ce qui a été transféré une fois? Majoritairement, c'est les mêmes événements de transfert. Lorsqu'on regarde les différents paralogues dans l'arbre, lorsqu'on fait l'arbre phylogénétique, ils sont ensemble, clusterisent ensemble. Mais on a certains cas, on a des paralogues qui ne clusterisent pas ensemble, ce qui peut supposer qu'il y a eu plusieurs événements. Mais pour la majorité, il semblerait que c'est des événements uniques. Merci beaucoup. T'as titillé de curiosité pour savoir les raisons pour lesquelles certaines familles, plus que d'autres, avaient tendance à faire ça. Est-ce que, par exemple, ça peut être les familles les plus abondantes au sein du génome de départ qui sont tendance à se mobiliser ou pas comme ça? J'aurais vraiment aimé que ce soit ça. Parce que c'est l'explication en fait la plus logique. Vous avez un rétro, en fait, il commence à faire des copies, il fait ce qu'on appelle un burst de transposition. Donc, vous avez ces VLP qui se retrouvent dans le noyau. Donc, j'imagine que plus vous avez de VLP dans la cellule disponible, dans le cytoplasme, plus la probabilité que ces VLP passent est grande. Donc, on s'attendrait à quoi? On s'attendrait à ce que les éléments qui ont transféré, c'est les éléments qui étaient les plus répétés, qui ont eu le plus de bursts au cours de l'histoire du génome de plante. Et vice-versa, j'imagine qu'une fois l'élément arrive chez une plante hôte, donc une plante receveuse, étant donné qu'il arrive dans un contexte naïf, épigénétiquement, cet élément aura tendance à augmenter son nombre de copies drastiquement. Et en fait, on ne le voit pas. On voit que ces éléments-là, ils ont un faible nombre de copies chez la donneuse et chez la receveuse. Même sans savoir le sens, lorsqu'on ne le sait pas, ben chez les deux, j'ai moins de 10 copies. Et ça reste un mystère. Si, bon, reste le temps. Il y a quoi? Merci. Merci beaucoup pour cette super présentation. Et du coup, je me demandais, est-ce que tu as regardé le Genomic Landscape de CTE? Est-ce que tu as des gènes autour qui ont la même fonction? Non, pour l'instant, non. Alors ça, c'est parmi les choses qu'on va pouvoir faire. Ces résultats, comme je vous ai dit, avec les génomes assemblés sont récents, sont vraiment tout frais. Donc, on va commencer à regarder leur distribution. Est-ce qu'ils arrivent dans certaines régions du génome, dans des régions chromatiques, peut-être, ou hétérochromatiques, etc. On va pouvoir étudier le contexte en détail. Là, pour l'instant, on n'a pas fait. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ces transferts aient eu aussi entre les plantes et animaux? Tout à fait. Alors, j'ai en tête c'est un article qui doit dater de 2014, je crois, dans MBE, où ils ont reporté, c'est un collègue que je connais, il avait reporté un transfert, encore d'un transposant entre je ne sais plus quelle plante et un papillon. Mais c'est ancien. Alors, il y en a, il doit y en avoir, bien évidemment. Il faut le faire. À terme, il faut aller regarder ça. Après, on peut en discuter. Et Andrea encore? Allez, Toute dernière question. J'ai vu qu'il y avait Marie Rose dans tes remerciements, donc Oui. J'imagine que si on va un petit peu vers les mécanismes, vous pensez peut-être aux ADN extra-chromosomaux, et est-ce que vous avez fait des mobilomes secs de vos plantes? Non, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Mais encore une fois, il y a des travaux qui sont faits actuellement qui montreraient que l'ADN extrachromosomique circulaire, comme celui des rétros, mais pas que, parce que les gènes aussi peuvent faire de l'ADN extrachromosomique circulaire, aurait cette capacité à passer
de cellule à cellule. Par exemple, dans le cadre d'une greffe, on peut imaginer que l'ADN extra-chromosomique passe. Là, en l'occurrence, là, par exemple, le tablier chez qui on a trouvé 208 transferts, c'est monocote, dicote. Normalement, on ne peut pas imaginer que la greffe soit, voilà, ou un passage d'ADN extra-chromosomique. Par contre, dans le milieu naturel, on peut, ça c'est un rêve que j'ai, mais il faudrait financer ça parce que c'est très risqué, c'est d'aller vraiment dans les petites gouttes qu'on trouve partout dans la nature, essayer de voir si on ne trouve pas des traces de VLP, d'ADN circulaire, et donc expliquer qu'il peut se trouver dans le milieu extracellulaire. Mais c'est extrêmement difficile à financer ce genre de projet, sauf par une université. Ouais, ça arrête. Merci. Avant la pause, merci Moïne. Merci. Merci à vous.